cherry pink and apple blossom white. When your true lover comes your way, it's cherry pink and apple blossom white. The poets say. The story goes that once a cherry tree beside an apple tree did grow, and there a boy once met his bride to be. That is why the poets always write, if there's a new moon bright above, it's cherry pink and apple blossom white when you're in love. Ouais, mon vieux, t'as plus 20 ans. Comme tout entrepreneur qui se lance en affaires, Marcella avait un nom et une réputation à se faire pour ne pas manquer de travail. Il va sans dire que lorsque l'on débute, il est nécessaire d'abord de faire ses preuves, de façon à être automatiquement en demande lorsqu'une occasion se présente. Mais pour Marcella, tout était à faire. Et, pour cette raison, j'étais fréquemment sans travail. D'un autre côté, le massage, s'il avait bien démarré, semblait ralentir. Pour en avoir parlé avec Hélène Bilodeau, même si elle fut l'une des premières, pour ne pas dire la première massothérapeute à Hall, c'était également son cas. Le public semble très vite motivé, mais son désintérêt se perd également très vite. Sans doute la massothérapie était-elle davantage considérée comme un luxe, plutôt qu'une nécessité. Alors que me fallait-il faire pour boucher les trous? Tous les matins, je voyais Francine se rendre à son travail sans aucun enthousiasme. De toute évidence, son travail ne lui plaisait pas, mais comme la plupart des gens, elle le faisait uniquement pour gagner sa vie, sans trop se poser de questions. De mon côté, j'essayais de mettre à profit toutes les connaissances que j'avais afin d'améliorer nos finances communes. Je comptais sur l'originalité pour me faire connaître. Je me souvenais m'être dit en quittant la Suisse que la meilleure façon pour un étranger de réussir en affaires, c'est d'offrir un produit ou des services qui sont certes courants dans son pays, mais qui au contraire sont très rares dans le pays qui l'accueille. En travaillant avec Marcella, et en circulant dans la région ou à travers le Québec, je n'avais jamais vu de rocaille aménagée. Quoi de plus circonstanciel pour un Suisse venant de l'un des pays les plus montagneux d'Europe que d'œuvrer dans la conception de rocailles. Après avoir conçu ma première rocaille dans le jardin de Reine et Roland Cousineau en 1985, j'allais l'année suivante faire don de mon temps et de mes compétences à Louise et Bernard. La sœur de Francine et son époux étaient propriétaires d'une maison unifamiliale sur le boulevard Montbleu à Hall. Située devant un centre commercial, j'avais espoir que le public remarquerait mon œuvre et me proposerait ainsi d'éventuels contrats. Mais je dois également avouer, la raison première qui m'avait poussé à leur proposer mes services était davantage mon amour du métier et une envie de rendre esthétique un devant de maison qui ne demandait qu'à être embelli. Sur une pelouse qui, je l'avoue, semblait assez bien entretenue,
Le seul attrait présent était un sapin bleu d'environ 8 mètres. De plus, sur sa partie faisant face au centre commercial, plusieurs branches étaient mortes, créant ainsi un trou inesthétique. Mon idée était donc d'y insérer ma rocaille, donnant ainsi l'impression que le sapin bleu avait poussé à travers les rochers. Bien entendu, la rocaille n'allait pas que boucher le trou, mais également s'étendre sur le devant du sapin pour dévoiler une flore variée et riche en couleurs. La première étape de ce travail n'était certes pas la plus facile. Il me fallait trouver des pierres à la fois décoratives, naturelles, étroites, hautes et avec des côtés plats. Étroites pour prendre le moins possible de place dans la surface de plantation, hautes pour que je puisse les planter profondément dans le sol afin de leur donner une stabilité parfaite, avec des côtés plats pour qu'elles puissent se coller le mieux possible l'une contre l'autre et sans laisser échapper de terre entre elles. Les pierres de rocaille que j'avais créées chez Rennes et Roland étaient certes décoratives et naturelles. Il leur manquait cependant ces 3 autres critères pour être vraiment idéales pour la conception d'une rocaille. Avec le temps, je prenais de l'expérience et améliorais la qualité de mes travaux. Francine avait une amie qui possédait une ferme à la campagne du côté de Loxville. Comme son terrain était immense, elle m'en avait prêté une partie pour faire un jardin potager. C'est à cet endroit que nous passions tous nos samedis. Situé à 50 km de Gatineau, nous devions, pour nous rendre à la ferme de Claire, traverser les montagnes de la Gatineau. Ces collines, à peine plus hautes que celles de Chamblon, étaient composées de pierriers à de nombreux endroits. C'est donc dans ces pierriers que j'allais découvrir les pierres nécessaires pour ma nouvelle création. J'allais y passer de longues heures afin de trouver ce que je cherchais exactement. Une fois repérées, il me fallait les rouler jusqu'au bord de la route pour qu'elles soient ensuite faciles d'accès lors de leur chargement. Lorsque j'eus trouvé toutes les pierres qu'il me fallait, j'allais demander à Marcella d'avoir la possibilité de les transporter jusqu'au numéro 99 du boulevard Mont-Bleu à l'aide de sa camionnette. Elle accepta volontiers de nous rendre ce service. Pour ne pas être seule à décharger ces pierres pesant entre 30 et 50 kilos chacune, j'allais également demander l'aide de Bernard et Robert. Pour éviter d'endommager le véhicule à Marcella, nous dûmes nous y prendre à 2 fois pour transporter toutes les pierres nécessaires. Et quelques jours plus tard, j'érigeais ma 2e rocaille. Plus inclinée encore que la première, les surfaces de plantation moins larges et les pierres mieux imbriquées les unes aux autres, je pouvais la considérer comme une réussite. Et ce fut également le sentiment des sœurs à Francine, ainsi que celui de leur mari. Encouragé par cette réussite, je décidai alors cette fois de rentabiliser mon travail. Le propriétaire du 124 rue Nené-Liguin possédait une belle maison sur la Côte d'Azur, le quartier le plus chic de Gatineau. Un jour qu'il était de passage dans notre immeuble, je lui proposai mes services afin d'ajouter à sa propriété un atout qu'aucune autre maison de la Côte d'Azur ne possédait, une rocaille. Et il accepta. Mais avant d'entreprendre mon œuvre, il me demanda si je savais également tailler les arbres. Ah! C'était comme s'il m'avait demandé si j'aimais le gâteau forêt noire. Je crois sincèrement que de tous les travaux professionnels que j'avais effectués en Suisse, la taille des arbres était sans aucun doute celui qui me manquait le plus. Et il venait de me le demander. À dire vrai, il s'agissait davantage d'un abattage que d'une taille. Mais je ne savais pas encore quel défi m'attendait. Et il était de taille, dans tous les sens du mot. Lorsque j'arrivai devant le numéro 1 de la rue Saint-Tropez, je compris facilement pourquoi il voulait tailler cet arbre. Il s'agissait d'un peuplier carolin, dont la hauteur représentait pas moins de 3 fois la hauteur de sa maison. Si sa maison n'avait qu'un étage, environ 5 ou 6 mètres, le peuplier, lui, mesurait entre 15 et 18 mètres de hauteur.
Si je l'avais abattu, même à travers de la route, il aurait de toute évidence endommagé la propriété qui se trouvait de l'autre côté de la chaussée. J'allais donc être obligé de le débiter sur place en m'assurant que tout ce qui allait tomber le serait côté route et non du côté maison. Pour cela, j'allais devoir attacher le haut du peuplier au tronc d'un érable voisin. De cette façon, même si le poids de ses branches l'aurait éventuellement incité à tomber côté maison, il ne l'aurait pu. Il n'avait désormais plus qu'un point de chute possible, la route. Puis, après avoir entaillé l'écorce côté maison pour assurer une coupe nette, je sciai mon tronc côté route. Ce fut sans aucune difficulté que le premier tiers de ce géant tomba jusqu'au sol. Et par la suite, cela devint de plus en plus facile et sécuritaire de terminer le rabattage. Après avoir relevé ce défi avec succès, j'entrepris la réalisation de ma 3e rocaille. Lorsque j'eus rassemblé puis transporté mes pierres de la même façon que pour la maison de Bernard, je débutai les travaux. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop chevrette en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discos, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser.